Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau webinaire des revenus numériques. On va voir ensemble comment mettre en œuvre l'INS. Petit rappel, nous sommes donc en mode webinaire. Micro et caméra sont coupés par défaut pour vous tous et toutes. Le cas échéant, on pourrait vous inviter à monter sur scène s'il y a des questions-réponses. Mais le plus simple, me semble-t-il, est d'utiliser l'onglet chat ou questions qui sont à votre disposition en bas à droite de votre écran. Je vous signale également que cette session est enregistrée et elle sera disponible en replay immédiatement avec ce même lien, dans un petit différé, quelques jours, sur notre chaîne YouTube. Les intervenants du jour, Manuela Oliver, qui est notre référente sur l'identito-vigilance, membre active du GRIV. Manuela. Bonjour à tous. Voilà. Nadège Vanès, qui s'excuse exceptionnellement, ne sera pas avec nous aujourd'hui, mais Mehdi est avec nous. Bonjour à tous. Et moi-même. Voilà ce qui nous attend, le petit agenda de cet événement. Je vais vous rappeler brièvement le cycle Identito, puis je laisse la parole à Manuela pour nous expliquer comment mettre en œuvre l'INS, un petit temps de questions-réponses et une petite conclusion. Petit rappel, on est donc sur un cycle de midi numérique. La semaine dernière, on vous a présenté, donné les moyens de comprendre ce qu'était l'INS. Aujourd'hui, le 23, donc on se met sur la mise en œuvre de cette INS. La semaine prochaine, on parlera de la cellule d'identito-vigilance. Et puis sur les semaines suivantes, l'identification primaire et l'identification secondaire. Toujours pas statuer sur le maintien ou non du webinaire du 21, on vous tiendra au courant dans les jours à venir. Manuela, je vais te laisser la parole et peut-être prendre le partage également. Merci Philippe, je vais partager l'écran. Partager l'écran. Et c'est celui-ci. Voilà, donc rebonjour à tous. La semaine dernière, comme vous le disiez Philippe, on a vu brièvement qu'est-ce que l'INS et à quoi ça va servir et qu'est-ce que le référentiel national d'identito-vigilance. Aujourd'hui, donc, je vous ai laissé dans le support que vous aurez à l'issue de la présentation quelques diapositives de contexte au cas où vous n'auriez pas assisté au webinaire de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, on va se mettre plutôt en mode projet et voir que faut-il faire pour mettre en œuvre l'INS et évidemment en répondant aux conditions réglementaires exigées dans le référentiel national d'identito-vigilance. Donc pour mémoire, alors, ma diapo, elle ne veut pas passer, c'est bon. Pour mémoire, l'INS, on ne peut l'utiliser, donc l'identité nationale de santé, on ne peut l'utiliser que si elle est qualifiée. Qualifiée, ça veut dire qu'on a utilisé le téléservice INSI pour interroger les bases de référence et on a récupéré dans le logiciel, dans le dossier unique informatisé l'INS, mais on a également vérifié l'identité de l'usager en respectant les procédures d'identito-vigilance qui sont donc décrites dans le RNIV. Donc, pour mettre en œuvre ce projet, c'est certes un projet technique, mais le côté technique de l'affaire, c'est pas très compliqué. Toutes les structures qui l'ont mise en œuvre, l'installation de la version d'outils, le recettage et les tests, c'est quelque chose de très classique, il n'y a rien de compliqué, en 24 heures, c'est fait. La difficulté, elle est plutôt organisationnelle et pour les établissements médico-sociaux qui n'ont pas aujourd'hui d'identito-vigilance organisée, il y a tout à mettre en place. L'idée, c'est d'identifier une équipe projet. Alors, classiquement, c'est le référent en identito-vigilance. Vous n'en avez probablement pas encore, il va falloir en désigner un. Ça peut être le responsable des accueils ou des admissions. Le responsable ou le référent qualité qui va aider dans tout ce qui est la construction documentaire et la formalisation, le responsable des systèmes d'information, le DPO,
Pourquoi le DPO? Parce que l'INS est une donnée personnelle, c'est une nouvelle donnée traitée, donc il va falloir mettre à jour le registre de traitement et les documents qui sont demandés par le RGPD. L'idée, c'est de faire un état des lieux au départ. Pourquoi un état des lieux? Savoir d'où on part, ça permet de construire un plan d'action. Et cet état des lieux, il doit avoir 3 dimensions: la dimension organisation, la dimension identito-vigilance et la dimension système d'information. L'ANS propose sur son site 2 types de questionnaires d'auto-évaluation, un pour le champ personnes âgées, un pour le champ personnes handicapées. Pour l'instant, il n'y a pas de questionnaire d'auto-évaluation pour l'enfance, mais peut-être que ce sujet va être pris en main par l'ANAP, on en a discuté hier, et peut-être que l'ANAP proposera d'ici la fin de l'année un questionnaire d'auto-évaluation pour le champ de l'enfant et l'adolescent. L'idée, alors si vous utilisez les questionnaires de l'ANS, au fur et à mesure où vous remplissez les items, ça va vous proposer un plan d'action personnalisé. Mais on ne va pas s'arrêter là, évidemment. Je vous disais, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension identito-vigilance, la dimension système d'information, la dimension juridique. Et là, vous avez les grandes étapes du plan d'action. Dans le temps court imparti pour ce webinaire, on ne peut pas tout détailler, mais je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, aux webinaires spécifiques qui sont organisés par le GRIV, et le prochain, c'est le 30 novembre. Vous aurez le lien d'inscription sur le support. Donc, l'idée, c'est dans le champ de l'identito-vigilance de déjà définir la gouvernance et l'organisation à mettre en œuvre, de prendre connaissance du RNIV et de mettre en œuvre les pratiques qui sont exigées. Tout ça, on le verra bien pendant le webinaire identification primaire, de formaliser évidemment les procédures, parce que vous avez très certainement des façons de faire, mais vous n'avez peut-être pas formalisé tout ça sous forme de procédures, de documents qualité. Rédiger votre charte d'identito-vigilance, j'ai noté actualiser, mais il est probable que vous deviez la rédiger. Former le personnel, ça c'est extrêmement important, et prendre en compte tous les nouveaux risques qui sont liés à l'utilisation de l'identité nationale de santé. Tout ça, on l'abordera très en détail dans un prochain webinaire. Au niveau du système d'information, on a vu la semaine dernière que on ne pouvait interroger le téléservice qu'en utilisant une carte CPX nominative ou des certificats IGC Santé, des certificats logiciels qu'on appelle communément certificats serveurs. Donc, l'idée, ce que vous pouvez faire dès à présent, c'est est-ce que vous avez des cartes CPX? Alors, ça sera des cartes CPE pour vous, des cartes de personnel d'établissement. Est-ce qu'elles sont bien nominatives? Est-ce que la personne qui est en charge de l'accueil des usagers dispose d'une carte? Sinon, il faut en commander. Et pour en commander, il faut avoir contractualisé avec l'ANS. Vous aurez dans le support tous les contacts et comment faire pour contractualiser avec l'ANS. Si vous choisissez d'appeler le téléservice en utilisant un certificat serveur, il faudra conduire une procédure d'auto-homologation, et vous avez sur le site de l'ANS tous les éléments pour vous aider à conduire cette procédure. Évidemment, appeler le téléservice, ça ne se fait qu'avec votre logiciel, donc il va falloir contacter vos éditeurs. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont conformes? Quand est-ce qu'ils peuvent déployer la version? Une fois que la version sera déployée, il faudra tester la bonne implémentation de l'INS. Et ensuite, on va le voir, je crois que j'ai une diapositive, bien vérifier que l'INS est transmise éventuellement dans vos interfaces, si vous avez des interfaces avec un laboratoire, par exemple, avec une pharmacie. Et il faut s'assurer également que l'INS s'imprime sur les documents qui contiennent des données médicales. Voilà. Au niveau juridique, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect RGPD, dont je vous en parlais, mettre à jour le registre de traitement, mettre à jour l'analyse d'impact, si vous l'avez faite, analyse d'impact sur la protection des données personnelles.
Si vous avez des conventions ou des contrats de sous-traitance ou de collaboration avec des hôpitaux, si vous êtes dans le champ personnes âgées, avec des pharmacies, avec d'autres acteurs du monde de la santé, il va falloir mettre à jour ces conventions, ces contrats, pour y inclure ce qu'on appelle la clause de confiance, c'est-à-dire que chaque acteur, le client et le prestataire, s'engage à respecter les bonnes pratiques du référentiel national d'identité-vigilance et du coup, ce qui fait que les deux parties peuvent avoir confiance dans les identités transmises sans redemander une pièce d'identité à l'usager, par exemple. Ça, c'est des choses très importantes qui peuvent vraiment vous faciliter la vie. Je vous disais que votre outil devait évoluer. Oui, il doit évoluer pour pouvoir appeler le téléservice, mais également pour être en conformité avec le guide d'implémentation, c'est-à-dire contenir l'ensemble des champs d'identité qui sont mentionnés dans le RNIV, les champs obligatoires pour créer une identité, mais également les champs complémentaires, disposer des statuts de l'identité et vous permettre de valider les identités. Valider l'identité, c'est attester finalement dans le système d'information qu'on a contrôler la cohérence de l'identité saisie, de l'identité numérique locale, avec les traits qui sont présents sur une pièce d'identité. Et en pratique, une fois que votre outil aura évolué et une fois que vous aurez mis l'INS en production, comment ça va se passer? Il faudra faire appel au téléservice INSI lors de l'admission d'un nouvel usager, éventuellement lors de la préadmission et de la création du dossier. Là, c'est à vous de choisir si vous le faites dès la préadmission ou l'inscription sur liste d'attente ou si vous attendez l'admission. Là, il n'y a pas d'exigence sur ce niveau-là. Et pour les usagers qui sont déjà connus, il faudra faire appel à l'INS. Donc, au fil de l'eau, si vous n'êtes pas un accueil permanent, et ensuite, pour les EHPAD, par exemple, les MAS qui sont des accueils permanents, le faire, je ne sais pas, prévoir une organisation pour faire 10, 15, 20 patients par jour, 20 usagers par jour, sachant que dans 90% des cas, ça prend 1 minute par usager. Après, il y a 10% des cas où c'est plus complexe parce qu'il y a des discordances, mais auquel cas, vous pouvez nous solliciter pour qu'on vous aide à trancher et qu'on vous donne une conduite à tenir devant les discordances. Ensuite, vous avez appelé le téléservice, vous contrôlez la cohérence de l'identité qui est ramenée avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Et à ce moment-là, vous avez une identité qui va devenir qualifiée puisqu'elle va combiner les deux attributs de récupérer et valider. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait prévoir d'imprimer et de transmettre l'INS. Il y a des exigences là-dessus aussi, avec des traits qui doivent obligatoirement figurer sur le document. Vous les voyez sur la diapositive, votre éditeur de logiciel doit vous proposer d'imprimer sur les documents ce qu'on appelle le Data Matrix INS, dont vous avez un exemple ici. Et dans ce Data Matrix INS, il y aura l'ensemble des informations de l'INS. Voilà. Vous pouvez évidemment compléter les traits minimaux obligatoires par d'autres traits, les autres prénoms, le code du lieu de naissance et le nom et le prénom utilisés. J'ai mis une étoile là pour juste vous préciser que le nom et le prénom utilisés ne sont pas des traits de l'INS. C'est ce qu'on appelle communément le nom d'usage et le prénom usuel. Et sur les écrans, sur ce qu'on appelle les interfaces homme-machine, il doit y avoir obligatoirement un certain nombre de traits mentionnés qui sont le nom de naissance, le premier prénom, la date de naissance et le sexe. Je vous disais tout à l'heure que la formation du personnel était extrêmement importante, indispensable pour qu'ils comprennent ce que c'est cette identité nationale de santé, que ce n'est pas juste un numéro, que c'est un ensemble de traits, que ça vient des bases nationales d'identité, pour qu'ils se rendent compte qu'il faut être particulièrement attentif quand on l'utilise.
le GRIV propose des sessions de formation à destination des professionnels et vous avez à disposition, si vous souhaitez conduire vous-même la formation dans vos structures, des supports de formation et des documents dans l'espace collaboratif GRIV de l'Agora Social Club. La formation, elle doit être renouvelée régulièrement. Ce qu'on recommande, ce n'est pas imposé, mais c'est recommandé, c'est de renouveler cette formation une fois tous les 3 ans. Je vous disais qu'on organisait des webinaires de présentation plus détaillés. Vous voyez, ça dure 1h30, donc on rentre beaucoup plus dans le détail. Vous avez ici les liens pour les 2 prochains webinaires qui sont organisés avant la fin de l'année. Et bien évidemment, on reconduira des webinaires à partir de 2022. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le texte. Alors, pour répondre à Monsieur Martry, qui nous demande le type d'identification locale qui est nécessaire, pour pouvoir appeler le téléservice INSI, il faut une authentification forte. C'était une exigence de la CNIL. Donc, il y a 2 façons finalement d'interroger le téléservice. Il y a le fait que le professionnel dispose d'une carte CPE, donc carte de personnel d'établissement nominative, vraiment individuelle nominative. Et à ce moment-là, au moment d'interroger le téléservice, il va taper le code de sa carte et ça va l'authentifier. Mais vous pouvez aussi choisir de passer par un certificat serveur, donc une authentification de personne morale, avec le petit bémol, c'est que pour utiliser le certificat serveur, la CNIL a exigé qu'en amont, il y ait une authentification forte du professionnel. Et quand on lit le texte, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Après, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais on a quand même l'impression que le professionnel doit avoir une carte CPE. Donc, peut-être qu'il faut avoir le plus simple, si vous n'avez pas beaucoup de points d'accueil, si vous n'avez pas beaucoup de personnes différentes qui font de l'accueil de l'usager, c'est d'utiliser la carte CPX, parce que ça vous dispense de la procédure d'auto-homologation, c'est quand même bien plus simple. D'autant que le système va évoluer, le système d'enregistrement des professionnels de santé qui était ADLI, RPPS, est en train d'évoluer, ADLI a migré dans RPPS. RPPS va évoluer vers RPPS+, ce qui va nous permettre d'enregistrer des professionnels à rôle et plus des professionnels à ordre, donc des professionnels de type éducateur, de type secrétaire, de type que vous voudrez, vous, établissement, enregistrer en disant c'est un professionnel de ma structure, il a besoin de services d'authentification forte, donc pour cela, je l'inscris et on pourra lui faire bénéficier d'une carte nominative du fait. Ça, c'est en train, l'expérimentation est en train de se terminer sur RPPS+, et ça va être déployé courant 2022. Alors, je profite de ce petit temps, le temps que vos questions arrivent, n'hésitez pas à en poser, pour vous dire qu'évidemment, on vous accompagne. Vous avez ici, il y a des liens sur cette diapositive, l'ensemble de la documentation nationale que vous pouvez trouver sur différents sites, l'ANS principalement. La diapositive suivante, ce sont des documents qui ont été produits par le GRIV, donc le groupe régional d'identito-vigilance en santé de PACA, et d'autres documents qui ont été produits par le réseau des référents régionaux en identito-vigilance, donc le 3RIV, et qui sont des fiches, des affiches, des modèles, des choses qui vous aident à décliner le RNIV. Et j'en profite pour vous dire, j'aurais dû faire une diapositive, il y a un travail en cours en ce moment avec l'ANAP pour fournir aux structures une boîte à outils d'identito-vigilance. Et ça sera constitué par des fiches thématiques. Il y aura la fiche à l'attention du directeur, la fiche à l'attention du référent, la fiche à l'attention du gestionnaire qualité, enfin du référent ou du responsable qualité. Et donc des fiches métiers, mais aussi des fiches thématiques, mettre en place la gouvernance, piloter l'identito-vigilance, bonne pratique d'identification primaire et secondaire, et également des modèles de documents, modèles de fiches de poste du référent en identito-vigilance,
modèle de charte pour vous éviter de partir de zéro finalement. La NAP va proposer un modèle pour vous aider. Ça sera un modèle modifiable et puis vous n'aurez plus qu'à adapter à vos particularités. Enfin, vous aurez sur la diapositive, je ne vais pas le passer là, mais toutes les modalités pour s'inscrire et accéder à l'espace Agora Social Club du Grive. Et en même temps qu'on vous enverra le support de présentation, on vous enverra le tutoriel qui est assez détaillé pour vous aider à vous connecter à l'espace. Voilà. Je vous conseille de le faire parce qu'il y a pas mal d'affiches de sensibilisation, de la communication, il y a pas mal d'outils qui peuvent vous être utiles. Bien. C'est... Merci à toi, Manuela. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. De notre côté, si j'arrive à passer, voilà. Pour conclure, vous remercier d'avoir été présent. Vous rappeler que ce cycle continue. On se retrouve la semaine prochaine à 12h. Que nous avons en parallèle de ça à 13h30 un cycle sur la cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des accès au système d'information. La semaine prochaine sur la gestion du Wi-Fi dans un établissement d'hébergement. Toutes les infos pour nous retrouver, vous joindre à nous ou nous retrouver sur les réseaux sociaux. Depuis la semaine dernière, nous avons créé une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez les replays avec un petit différé, le temps qu'on les mette en ligne, des différents webinaires. Et puis, n'hésitez pas à faire connaître, à rejoindre le collectif SI. C'est un outil qu'on est en train de développer avec vous, pour vous, avec Mehdi, avec Nadège, régulièrement, avec l'intervention ponctuelle de nos experts, comme Manuela peut l'être. Mais en tout cas, cet organe, ce collectif a vocation à grandir, à vivre en fonction de vous, de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, soit pour ces événements ponctuels, soit pour travailler sur le fond avec nous. Un grand merci à tous, un bon appétit et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt, au revoir.